Nous allons donc poursuivre le cours de cette journée consacrée aux aidants, avec vous, bien sûr, et puis avec une nouvelle table ronde, vous l'avez dit, où l'on va parler d'accompagner les aidants pour faire société. Je vais représenter à nouveau mes trois invités qui vont avec moi disserter cet après-midi. D'abord, Laurence Sulin. Honneur à vous. Vous êtes directrice diversité, inclusion, égalité des chances au sein du groupe La Poste. Vous nous direz pourquoi et surtout comment le groupe La Poste s'est emparé de cette question. Guillaume Richard, qui est là, au bout, sur le dernier siège. Vous êtes patron de WeCare. Pour faire simple, on va dire que vous êtes le leader du secteur des services à domicile, c'est bien ça ? Et vous nous direz comment, pourquoi vous êtes devenu ce qu'on appelle une entreprise à mission. Et puis, Thierry Calvac, je présente en dernier. Vous êtes ici, vous êtes cofondateur du Cercle des vulnérabilités et sociétés. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un think tank, mais aussi un do tank qui vise à convertir le potentiel des vulnérabilités en gisement de progrès social et économique. Et honneur au dernier, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien. Vous allez essayer de nous cadrer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Avec cette question, accompagner les aidants pour faire société, ça nous concerne évidemment tous, parce qu'il s'agit de savoir comment on vit ensemble et surtout comment on vit bien ensemble. Et je me souviens, quand on a préparé cette intervention, vous m'avez dit que la vulnérabilité, ça peut être une force pour la société. Alors pourquoi et comment ? J'ai combien de temps ? Vous me laissez la journée pour en parler. Peut-être juste pour vous répondre, je vais faire un pas de côté par rapport à votre question, mais ça me paraît important par rapport à ce que vous disiez, madame. Je pense que vous avez illustré, d'une certaine façon, le propos. C'était une transition tout à fait heureuse. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la question des aidants, et je vais vous répondre, c'est une question qui, d'une certaine façon, s'impose à tous. C'est donc une question commune. Donc, d'une certaine façon, elle fait société. Mais surtout, elle est l'illustration d'une activité, ce que nous, au Cercle, on appelle une forme de transformation de l'individu, qui est une transformation progressive, parfois brutale, et qui derrière va générer ce que on appelle dans le jargon économique des externalités négatives, évidemment, mais des externalités positives. Donc, en fait, dès lors que vous êtes dans un phénomène de transformation, vous êtes dans un phénomène qui va inclure de l'énergie. C'est pour ça que c'était des paroles qui étaient tout à fait intéressantes à entendre, puisque quand vous transformez un corps en corps liquide en corps solide, vous avez de l'énergie. Quand vous le recalculez, quand vous retransformez ce corps gazeux en corps solide, là encore vous avez de l'énergie. Ça veut dire que la vulnérabilité, elle a de l'énergie. La vulnérabilité est une forme d'énergie qui est le propre du vivant. C'est-à-dire que si nous n'étions pas vulnérables, nous ne serions tout simplement pas vivants. Celui qui est vivant, la vulnérabilité, c'est cette capacité qu'on a à être blessé. Et donc, l'aidant, et vos propos sont assez clairs, me semble-t-il, dans ce domaine, est quand même celui qui, d'une certaine façon, éclaire le modèle. C'est-à-dire celui qui, en permanence, vient illustrer une des dimensions d'une expérience qui est une expérience de transformation. Mais ce potentiel de vulnérabilité, il est sous-estimé selon vous ? Il est totalement, il passe aujourd'hui, alors peut-être plus aujourd'hui à date, mais on va dire que il y a quelques mois ou quelques années encore, il passait complètement sous les radars s'agissant des aidants, puisque la question précisément des compétences touchant à l'aidance, j'utilise le terme de l'aidance qui peut être bien critiquable sur d'autres plans, il est relativement récent, notamment à travers la création de référentiels de compétences possiblement issus de l'aidance et dont les entreprises, mais plus largement la société, peut à tout le moins s'emparer. Donc c'est une question qui est une question, on va dire, en devenir, un peu comme la question des aidants est aussi une question en devenir. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui considérer la vulnérabilité comme un corps contributif pour la société et plus comme une charge, et du coup les aidants aussi. Et là, j'aimerais bien que Laurent Sulin du groupe La Poste nous en dise un mot, parce que c'est pas vous qui allez me dire le contraire. À La Poste, vous êtes emparé de cette question. Pour être assez clair, j'aimerais que vous nous disiez combien vous avez d'aidants répertoriés à La Poste. Alors aujourd'hui, on est le premier employeur d'aidants, parce qu'on a à peu près 5000 aidants. Et on a 13% de ces aidants qui sont multi-aidants, parce que c'est aussi un sujet qu'on a adressé, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que on pouvait avoir des collaborateurs ou des collaboratrices qui pouvaient être donc aidants de leurs parents et d'un enfant, d'un frère, d'une sœur. Et voilà, et c'est un vrai sujet aussi de société.
Alors, 5000 aidants, mais en 2017, vous n'en aviez répertorié que 900. Ça veut dire qu'il y a eu un travail incroyable de fait en quelques années. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces aidants pour les aider ? Alors en fait, je crois que vous avez eu la chance d'entendre Philippe Val ce matin. C'est vrai que nous, on s'était posé la question en 2015 en se disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la société ? Et on s'est rendu compte que la société allait vieillir, mais également notre population de postiers. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 49% des postiers qui ont plus de 50 ans. Quand vous savez la typologie d'un aidant, alors on se rend compte qu'on allait être forcément impacté par ce sujet. Donc en 2016, on a mis en place un guichet des aidants. Donc c'est une plateforme téléphonique où les personnes postières ou postiers pouvaient appeler pour justement savoir s'ils étaient ou pas aidants. En 2017, on a fait un certificat. Donc c'est là où on a la possibilité. Vous leur avez donné un statut. Un statut comme une personne qui est en situation de handicap, par exemple. Donc, voilà, donc ils ont aujourd'hui un statut à la Poste et on a la possibilité donc de les identifier et de les accompagner. Et puis en 2018, on a signé un premier accord. On l'a renouvelé cette année. Et cet accord-là, il confère plusieurs choses, mais le principal, c'était de leur donner de la flexibilité dans leur organisation de travail. On sait que un aidant, s'il est correctement accompagné, il va avoir une charge mentale qui va être vraiment enlevée. Et donc, si on leur donne de la flexibilité, si on emménage leur horaire de travail, si on leur donne du télétravail, nous on fait jusqu'à du full télétravail et même au domicile de l'aider. Si on leur donne, alors on donne aussi 3 jours pour accompagner des aidés à des rendez-vous médicaux ou administratifs. Et quand ils sont multi-aidants, ils ont droit à 1 jour de plus par an. Et puis, on leur permet aussi de mobilité, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des collaborateurs qui faisaient 2 fois dans la semaine un Paris-Brest. Donc, autant vous dire, quand vous faites ça en voiture, vous n'allez pas durer très longtemps. Pas très disponible au bout d'un moment. Et puis, voilà. Et puis, ça veut dire que vous leur avez donné de la visibilité. Parce qu'avant, on disait pas, on se cachait, on n'osait pas dire j'ai un vieux parent malade ou j'ai un enfant en situation de handicap ou en difficulté dont il faut que je m'occupe. C'était... j'avais presque envie de dire quelque chose de honteux, mais dans le milieu du travail, ça l'était vraiment, on peut employer ce mot-là ? C'était pas forcément honteux, mais en tout cas, les gens avaient certainement dans leur esprit, déjà, ils savaient pas forcément qu'ils l'étaient, parce qu'on l'avait pas forcément identifié. Et puis, oui, il y a tout le monde, on a toujours peur d'être discriminé par ses managers, par ses collègues. Mais le problème, c'est quand vous arrivez le matin, tous les matins en retard, parce qu'en fait, vous avez votre transport qui vient chercher votre enfant et qui est forcément à la bourre, et ben, vous serez à un moment donné, vous risquez d'être discriminé par votre collectif de travail qui va pas comprendre que vous arriviez systématiquement en retard. Donc leur donner ce statut-là, leur donner cette visibilité, c'était aussi leur faire prendre conscience qu'ils avaient un statut reconnu dans l'entreprise, et donc on allait également prendre en compte finalement leur personnalité. Alors, tout ce qui touche à l'aidance dans le groupe La Poste, ça se fait en interne. Vous ne faites pas appel à des entreprises privées. Et vous voyez où je veux en venir avec Guillaume Richard qui est à côté de vous. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le leader du secteur de l'aide à domicile. Alors, moi, très naïvement, je me suis dit, bon, quand on parle d'aidance, c'est vrai que la sphère publique s'engage dans cette thématique. Finalement, naïvement, je me disais, ça a quelque chose de très naturel. Mais quand on est une entreprise privée, qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse, au-delà du fait qu'évidemment, la silver economy, c'est quelque chose en plein essor. Je me suis dit, il faut professionnaliser la profession. Mais elle dit, oulala, d'abord, non, ne mélangeons pas tout, ce sera déjà pas mal. On mélange pas l'aidance et l'aimance, la technique et l'amour. Alors, c'est beau, mais ça veut dire quoi ? Alors, je pense que après plus de 20 ans dans le secteur, pour moi, la pierre angulaire et la base de toutes les difficultés, ou de quasiment toutes les difficultés de notre secteur, de la reconnaissance de la professionnalisation, c'est le fait que nous pensons tous que parce que nous aimons le plus nos parents âgés, parce que nous aimons le plus nos enfants, parce qu'il y a 9 mois, nous avons eu un énorme moment de tendresse avec notre conjoint, et par la grâce de la naissance, nous sommes devenus des parents et nous savons nous en occuper. Et on confond en fait l'affectif, le fait qu'on aime le plus nos parents âgés, le fait qu'on aime le plus nos enfants. On se dit que parce qu'on les aime, on est capable de s'en occuper le mieux. Et on est encouragé en cela par le film préféré de tous les Français, Intouchable. Ah oui, ça vous a fait beaucoup dans de mal. lequel, oui, en fait, parce que dans ce film, vous avez un mec qui est sympa, mais c'est tout. Il est sympa. Mais sa qualification professionnelle, c'est sympa. Et sinon, il est nul. Il connaît rien à la technique. Il va même s'amuser à verser
de l'eau bouillante sur la jambe de ce pauvre François Cluzet pour s'assurer qu'il ne sent rien. Oui, donc ça va dans Et donc, la vie, mais pas dans la vraie vie. ça devient le meilleur auxiliaire de vie ever de François de Cluzet. Mais c'est du cinéma. C'est du cinéma dans la vraie vie. Il faut des gens qui sont compétents. Il faut des compétences professionnelles. Est-ce que vous savez comment prévenir les escarres ? Est-ce que vous savez comment gérer le transport ou le port d'une personne âgée sans vous faire mal, sans lui faire mal ? Est-ce que vous savez comment gérer un accès de désorientation d'une personne qui a des pertes cognitives ? Est-ce que vous savez comment faire une toilette intime ? Et même si vous savez comment le faire, est-ce que c'est bon que vous la fassiez ? Est-ce que c'est bon pour vous ? On n'est pas forcément un mauvais père ou une mauvaise mère ou un mauvais fils ou une mauvaise fille si on ne s'occupe pas de son enfant handicapé ou de son parent Surtout âgé. pas, parce qu'en fait, non seulement il faut des compétences professionnelles qui ne s'acquièrent pas comme ça, qui ne sont pas innées. Il y a des compétences qui sont techniques, il y a des connaissances. Et ces compétences techniques, en fait, on ne les reconnaît pas parce que comme nous-mêmes, nous ne sommes pas des professionnels et qu'on pense que nous sommes les meilleures personnes pour s'occuper de nos parents âgés ou pour s'occuper de nos enfants, parce qu'on se dit, c'est nous qui les aimons le plus. Et bien, comme on n'a aucune compétence professionnelle nous-mêmes, on ne va pas en donner, on ne va pas en accorder à des professionnels qui s'occupent de nos parents âgés ou de nos enfants. Et ça, en fait, c'est la mère de tous les maux de notre secteur. Parce qu'après, derrière, comment est-ce que vous voulez valoriser une profession si vous dites il n'y a besoin d'aucune compétence professionnelle, il suffit juste d'être sympa. Le savoir-être l'emporte totalement sur le savoir-faire. Or, ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de compétences professionnelles et il y a une vraie, énorme différence. Et en fait, aujourd'hui, on ne reconnaît pas ces professions. Et c'est dingue parce qu'en fait, vos cheveux ou vos chiens sont beaucoup plus protégés que vos enfants ou vos parents âgés. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vous proposer d'être coiffeur, de vous coiffer, ou quelqu'un qui veut vous proposer de s'occuper de vos chiens pour les promener, doit obligatoirement avoir une qualification professionnelle. C'est la loi. À l'inverse, Marc Dutroux, Guy Georges, peuvent vous proposer de s'occuper de vos parents âgés ou de vos enfants. Et personne ne les en empêche. Quand, en tant que particulier employeur, vous avez le droit d'employer n'importe qui. C'est du délire. C'est du délire. C'est-à-dire qu'on va dire que pour votre chien, pour vos cheveux, il est nécessaire d'avoir une compétence professionnelle. Pour vos parents âgés, pour vos enfants, n'importe qui peut le faire. Et n'importe qui peut le faire. Et on le pense parce qu'en fait, on se dit, mais nous, on peut le faire. Et j'ai jamais été formé à être parent. Au passage, c'est un des gros problèmes. On ne nous apprend pas notre rôle, qui est notre rôle majeur dans notre vie, qui est d'être parent et de transmettre. Personne ne nous a appris ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut, c'est ôter la dimension sacrificielle à Alors, cette, bien évidemment. Mais cette compétence et d'aidant. derrière, en fait, il faut à la fois ôter cette-là, et puis en fait, il faut qu'on s'enlève cet aspect de culpabilité. Parce qu'il y a une culpabilité énorme de se dire mais je ne suis pas un bon père ou une bonne mère si je ne m'occupe pas de mes enfants ou de mes parents âgés. Je ne suis pas un bon fils si je ne m'occupe pas de mes parents âgés. Je suis pas... Si je ne sais même pas faire la cuisine, si je ne suis pas une bonne cuisinière. Si je ne fais pas le ménage chez moi, je suis une feignasse. On a des injonctions de la part de la société et il faut se sortir de cette culpabilité pour se dire mais qu'est-ce qui est le mieux en fait entre passer énormément de temps ou passer du temps de qualité ? Est-ce que par ailleurs, si je fais tous ces aspects techniques, est-ce que ça ne vient pas interférer de façon négative sur tout l'affectif que je peux avoir avec mes parents âgés ou avec mes enfants ? Et j'ai beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là. J'ai notamment une tante qui, quand ma grand-mère maternelle devenait très âgée, s'est dit chouette, je vais aller m'occuper de maman, je vais aller passer du temps avec elle et je vais être là pour les derniers mois de sa vie. Et au départ, c'était super, je vais m'occuper de ma petite maman. Et puis au bout de 6 mois, c'est quand est-ce qu'elle crève la vieille ? Je suis à peine caricatural. Parce qu'en fait, le quotidien et la relation qu'elle avait eue avait complètement changé. Avait détérioré. Mais complètement finalement changé, leur rapport. absolument. Avec complètement... Parce que quand vous êtes là aussi dans l'intimité totale, dans elle s'est souillée, et je dois aller la changer. Enfin, vous imaginez, vous, avec vos enfants qui viennent
vous s'occuper de vous, qui viennent vous faire votre toilette intime. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon dans la relation qu'on peut avoir. C'est que c'est pas bon psychologiquement dans la relation qu'on peut avoir avec ses parents. C'est pas bon dans la relation que nos parents peuvent avoir avec nous. Nos parents, ils doivent rester nos parents. On doit rester les enfants de nos parents. Et il faut qu'on reconnaisse ces compétences professionnelles et confier le technique à des professionnels. Et c'est pour ça que pour moi, il faut différencier de façon forte les aidants qui sont des professionnels des aimants qui sont ceux qui ont la dimension affective. Alors, on a bien les compris. proches aimants et les professionnels aidants. Proches aimants, professionnels aidants. Il faut séparer les deux, les proches aimants et les professionnels On a bien aidants. compris qu'il fallait séparer les deux. Thierry Calva, je vous voyais réagir. Non, oui. Ça veut dire qu'il faut, oui, d'une certaine façon, il faut professionnaliser les choses. Ça veut dire que dans la société, on peut avoir la chance de finalement de générer de nouveaux modèles économiques avec ce domaine de l'aidance. Et alors oui, effectivement. Alors juste sur les proches aimants, vous pouvez, à mon avis, essayer d'installer le terme. Pour avoir vécu depuis 20 ans la question de la reconnaissance des aidants familiaux, qui sont aussi une traduction du carers anglais, il y a eu un maquis de désignation. Vous en rajouterez une de plus, parce que moi j'ai eu les aimants profanes, les aimants familiers, voilà. Mais vous pouvez essayer. Je pense qu'à un moment donné, et j'entends parfaitement ce que vous dites, et je vais revenir justement sur la question de la professionnalisation. Ce que vous dites dans le secteur médico-social, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans le domaine sanitaire. Aujourd'hui, vous ne jugez plus un médecin sur la capacité, je suis un petit peu caricatural, mais c'est pour vous donner une vous ne jugez plus le médecin sur la capacité qu'il va avoir à vous soigner, mais sur la capacité qu'il va avoir à vous accompagner et finalement à développer une forme d'écoute. On le voit beaucoup, par exemple, en gynécologie. En gynécologie, aujourd'hui, les gynécologues ont très peur, non pas parce qu'ils deviendraient des mauvais thérapeutes, mais parce qu'ils sont des mauvais soignants. La dimension du prendre soin que vous évoquez là, elle a une double dimension. Elle a à la fois l'aspect thérapeutique, de technicité, et en même temps, elle a une vertu qui est une vertu d'accueillir, d'accompagner la personne pour un mieux-être. Et aujourd'hui, dans l'opinion publique, on est très attentif au fait que, d'une certaine façon, le savoir-faire va être inférieur le savoir va être inférieur au savoir-faire. Vous voyez, et ça me semble assez révélateur, si vous voulez, de l'époque. Donc, pour revenir à la question des aidants, c'est finalement la question que vous posez, c'est est-ce que derrière les aidants, il pourrait y avoir, si je la saisis bien, il pourrait y avoir des nouvelles formes de modèles économiques qui viendraient soutenir, non plus sur le terrain du bénévolat, non plus sur le terrain de l'élan solidaire, mais sur le point de vue de l'économie, donc avec derrière une technicité, des compétences etc. reconnues. Donc est-ce que finalement l'aide familiale ne serait pas une nouvelle forme de silver economy est-ce que c'est pas une branche de la silver economy? Parce que là, on est dans un effet de long terme. On n'est pas seulement dans le consumérisme. Donc, on peut espérer que ça puisse générer des modèles économiques viables. On peut imaginer effectivement que derrière, ça va donner de l'économie. Je ne suis pas persuadé, personnellement, je ne suis pas persuadé que les aidants puissent devenir un levier d'un nouveau modèle économique. Je n'ai pas le temps là de le développer, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas le début d'une preuve qui laisserait penser que ça pourrait être un levier ou un secteur économique. En revanche, puisque vous évoquez la question de la société, moi, il me semble que ce qui est intéressant, je ne sais pas quelle réaction j'ai provoquée chez mon voisin de droite, mais je vais me lancer. Moi, ce qui me semble, ce que je trouve intéressant, c'est que, à travers la question des aidants dans la société, elle va être traversée par des nouvelles valeurs. Et c'est assez intéressant, si vous évoquez le consumérisme, c'est que finalement, être aidant, ça joue à front renversé avec toutes les injonctions qu'il peut y avoir, mais qui ne sont pas toujours faciles à lever par rapport aux aidants. Mais toutes les injonctions qu'il peut y avoir, c'est que d'abord, ça assoit des sociétés qui sont plutôt fondées sur une durabilité du rapport humain ou de la relation à l'autre. Au moment où précisément on est plutôt sur un rapport court-termiste. Il y a évidemment une dimension, elle est tellement évidente, qui est celle de l'altérité, c'est-à-dire d'une certaine façon, l'aidant est aussi celui qui, que ce soit bien ou pas bien, est dans une tension vers le fait qu'il est aussi en possibilité de s'oublier au profit de quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, il vient
entériner l'idée qui est de moins en moins présente dans nos sociétés qu'il y a une forme de choses qui le dépassent. Alors moi, Une j'aimerais forme quand de même qu'on dépassement. fasse réagir Laurence Oui, oui. Hulin à ça, parce que la durabilité, c'est précisément sur ça qu'a parié la Poste. Et peut-être ça peut faire la jonction avec la question des nouveaux métiers, parce que vous pariez aussi sur l'avenir, c'est-à-dire utiliser les compétences finalement des aidants que vous aidez pour une forme de transmission, pour donner finalement d'autres valeurs à l'entreprise, peut-être aussi faire sens auprès des plus jeunes qui arrivent à la Poste. Plus pour confirmer les valeurs de l'entreprise. Après, si je peux me permettre, aujourd'hui quand même, quand nous on voit les 5000 collaborateurs qui nous font confiance et qui nous demandent un certificat, ils sont dans les danses. Ça peut être d'un conjoint qui fait un AVC, ça peut être un enfant à qui on déclare un cancer. Ils vont de toute manière avoir une période où il va bien falloir qu'ils assument ce rôle d'aidant avant de le passer éventuellement à un professionnel. Donc il y a quand même une période où on doit accompagner nos collaborateurs avant de le passer à un pro. Après, sur le devenir, effectivement, nous, on est en train de travailler aujourd'hui sur l'identification. Alors, c'est connu en anglais, mais ça s'appelle des soft skills, donc vraiment des compétences qui ont pu être acquises sur les deux types de populations, ceux qui sont aidants. Mais on se dit que c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'ils sont vraiment encore aujourd'hui dans ce moment de vie-là, et c'est compliqué pour eux de prendre du recul et d'essayer d'identifier les compétences qu'ils ont pu acquérir, et surtout sur les anciens aidants, et de leur demander justement via ce questionnaire avec la Mutuelle Générale et l'Observatoire Solidaire d'identifier les différentes typologie de compétences qu'ils auraient pu développer. Alors, ça peut être la gestion du stress, la gestion du temps, comment on règle un conflit, etc. Parce qu'ils sont quand même confrontés à énormément de choses dans leur vie au quotidien, avec un nombre de soignants qui vont passer chez leurs parents, par exemple, ou avec justement des communications compliquées, avec pas mal de choses. Et aujourd'hui, quand nous, on regarde les offres que l'on peut faire au niveau de la société, on a des offres comme Veiller sur mes parents, on a des offres comme des portages de repas, des choses comme ça, qui peuvent nous permettre justement d'utiliser les compétences de ces postiers aidants qu'ils ont eu à développer pendant leur parcours. Donc voilà, donc c'est ça qu'on est en train aujourd'hui d'aller identifier. On est en train d'identifier comment identifier ces compétences et les mettre justement en relation avec les métiers. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Alors après, avec aussi un respect des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des aidants qui ont vécu des choses traumatisantes. Donc ils ont aussi développé, on va dire, dans la douleur ces compétences. Ils n'ont pas forcément non plus envie demain de refaire appel à ces compétences ou de se retrouver confrontés à des situations qui leur rappelleraient ce qu'ils ont pu vivre. Voilà, donc c'est vraiment aussi travailler avec nos collaborateurs pour voir un petit peu comment utiliser tout ça. Thierry Calva, je vous voyais réagir. Oui, sur la question des compétences, vous avez beaucoup de choses qui existent. Je pense que ce serait intéressant que vous puissiez les voir, puisque aujourd'hui, avec France Travail et Randstad, on a identifié les 4 grands blocs réutilisables, non pas seulement, vous le connaissez, non pas seulement dans une perspective de recyclage d'une expérience dans les métiers du care, pour faire court. Non, mais je sais que ça n'est pas du tout votre intention, mais c'est vrai que... Mais éventuellement dans une dynamique d'employabilité ailleurs. Donc voilà, c'était juste cette précision que je voulais apporter. Moi, j'aimerais poser une question à Guillaume Richard à présent. Comment est-ce qu'on attire dans ces métiers ? Comment on en fait des métiers choisis ? Alors, la plupart des personnes qui viennent dans ce métier, c'est un peu comme chez Total, ils ne viennent pas chez nous par hasard. Ils viennent parce que le sens est extrêmement important. Derrière, au-delà du sens que viennent chercher toutes ces personnes et qui sont vraiment motivées par cet aspect d'aller aider. On nous dit toujours que ces métiers n'attirent pas. Donc là, vous êtes en train de me dire que ça attire. Ah si, ces métiers attirent énormément. Vous savez, nous, chaque année, on a 700 000 candidatures, plus de 700 000 candidatures. Si j'enlève les doublons, c'est un peu plus de 400 000 personnes différentes. 400 000 personnes qui candidatent chaque année dans le groupe, c'est 2% de la population active française. C'est énorme. Donc, est-ce que ça attire ? Oui. Mais sur ces 400 000, on n'en retient que 6 000. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a besoin de gens qui sont compétents. Et de compétences professionnelles. Parce que... Parce qu'on leur confie ce qu'on a de plus précieux. Absolument, vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux. Et par ailleurs, après, c'est pas juste blanc ou noir. C'est pas vous nous confiez la totalité. Non, c'est vous nous confiez juste les proches. Les proches aimants, ils sont toujours là. Et il faut surtout que les proches aimants ils puissent garder tout l'affectif et garder tout ce qui fait le lien avec les personnes.
Mais nous, on a besoin d'avoir des gens qui sont professionnels. On a besoin de les former. On a besoin d'avoir au départ des gens qui ont l'appétence et qui ont la capacité à développer, à transformer ces aptitudes en compétences. Donc on va les former. On a un institut de formation. On embauche soit des personnes qui sont déjà formées, soit on va les accompagner vers la formation. Mais est-ce qu'il y a un goût pour ces métiers ? Oui. Est-ce qu'il y a des compétences aujourd'hui disponibles de façon générale ? Non, et c'est là où le bas blesse. Et puis, il y a le défaut de reconnaissance. Et encore une fois, comment est-ce que vous voulez qu'on valorise un valoriser ? Mais les normes, déjà, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des compétences professionnelles. Et aujourd'hui, on ne le reconnaît pas. Encore une fois, si vous allez à Pôle emploi, vous dites, à France Travail, vous leur dites, j'ai aucun diplôme, je ne sais pas quoi faire comme métier. Ils vont vous demander, est-ce que vous avez eu des enfants ? Ok, vous pourrez faire de la garde d'enfants. Est-ce que vous êtes occupé de vos parents âgés ? Vous pourrez faire auxiliaire de vie. Mais non. Mais non. Et pourquoi est-ce que vous pouvez faire ça ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la loi vous permet de proposer vos services à n'importe qui. Et vous, en tant que particulier employeur, vous pouvez embaucher n'importe qui dans la rue. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous voulez qu'on valorise un métier qui ne nécessite pas de compétences professionnelles ? Que la loi nous dit, pour promener un chien, il faut des compétences professionnelles. Pour s'occuper d'une personne âgée, il n'y en a pas besoin. C'est du délire. C'est du délire. Et donc, la base de toute valorisation, c'est que comment est-ce que vous voulez, vous, payer pour un service sur lequel vous ne reconnaissez pas les compétences professionnelles, parce que nous-mêmes, on n'a pas de compétences professionnelles, on aime juste les parents âgés. Et donc, on va se dire que le savoir-être, c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas vrai. Il faut des vraies compétences. Et c'est bien mieux pour les personnes, pour toutes les personnes, pour à la fois les proches aimants, mais aussi pour les personnes qui sont aidées, que ce soit les enfants, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et nous, en tant que proches aimants, avoir du temps de qualité pour nouer toutes ces relations humaines, pour partager de l'affectif. Parce que si, dès que vous sortez du boulot, fatigué par votre journée de boulot, tout de suite vous vous mettez sur le technique. Allez, hop, il faut que je prépare le repas, il faut que je fasse la toilette de maman, il faut que je l'aide à se déshabiller, il faut machin, etc., etc., etc. Ben, vous allez passer du temps de fatigue supplémentaire et qui va être du temps pas forcément consacré à la personne, mais consacré à son environnement, consacré à son hygiène. Et ce n'est pas la même chose que si vous avez peut-être moins de temps, mais qui va être vraiment concentré dans la relation que vous pouvez avoir avec l'autre. Alors, on nous dit, malgré tout, que 80% des aidants, sur les 11 millions qui sont répertoriés en France, se disent heureux de la situation. Plus précisément, pour 80% d'entre eux... c'est à peu près ce qu'on trouve. Ouais, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, oui, voilà. Il y a un petit paradoxe, là. 80%. Alors, oui et non. Enfin, j'insiste juste que les chiffres, alors qu'ils émanent de BVA ou d'autres, de cancer, contribution dans le cancer, etc., on est à peu près toujours sur les mêmes étiages, qui est que quand on demande aux gens et aux aidants, est-ce que cette situation a des effets positifs ou négatifs ? Oui. Majoritairement, ils vont vous dire que ça n'a pas d'effet ou que ça a des effets positifs. Eux, ils ne vous parlent pas de différence entre technique et... Non, parce que là-dessus, c'est des critères qui sont des critères plutôt relationnels, mais qui vont aussi toucher à leurs conditions. Ce qui est intéressant dans ces études, c'est pas la réalité du fait que 80% des aidants iraient bien, parce que ça, on peut avoir il y a des moyens de le savoir. Il y a des études de cohorte qui sont lancées, dont les chiffres sont moins bons, et on s'aperçoit que ça génère parfois des choses positives et des choses extrêmement négatives. Mais ce qui est intéressant dans le fait que les 80% déclarent que ça a des effets positifs, c'est plutôt le mécanisme qui les amène à penser et qui peut normalement jouer dans le fait qu'on va pouvoir les faire entrer dans une logique où ils vont demander de l'aide. Si vous êtes dans une situation où vous vivez une expérience que vous pensez majoritairement positive, même si elle est compliquée, même si elle est dure, mais vous avez derrière recréé une forme d'équilibre, pensez-vous sincèrement qu'au moment où on va vous proposer une solution, vous allez dire « Ah bah oui, c'est une solution dont j'ai besoin à un problème qui ne se pose pas ».
Je ne sais pas si je suis clair hein, dans la logique. Donc toute la question par rapport à l'injonction, et pour l'avoir fait, moi il se trouve que je dirige aussi une association qui est une association de patients, donc j'ai pas mal travaillé sur la question. Vous pouvez dire à des gens, à un moment on avait monté des ateliers, et alors c'était il y a très longtemps, hein, il y a une bonne dizaine d'années, qui étaient des ateliers « Prenez soin de vous ». Et là, on arrivait, on avait des gens qui venaient dire « Mais prenez soin de vous, c'est tellement évident que vous preniez soin de vous. » Mais sauf que les gens ne les écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas. En revanche, quand vous commencez à leur dire « Mais en fait, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui prennent soin d'eux ?» Alors, ils vont dire « Oui, non, bon, pas trop. » Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas soin de vous? Quand vous commencez à questionner la personne sur la motivation profonde qui est que, à un moment donné, elle va faire appel à un service d'aide ou pas. Là, ça devient, et ça commence à devenir plus intéressant. Et on rentre dans ce qui est, à mon avis, un des éléments souvent masqués, mais que vous mettez en avant à mots couverts, qui est la question de l'économie relationnelle. Quelle relation j'entretiens avec celui que j'accompagne? Quel niveau de dette ou de crédit j'ai vis-à-vis de lui? Ce que les études montrent quand vous travaillez en qualitatif, c'est que plus la personne estime être en dette vis-à-vis de la personne qu'elle accompagne, moins elle va se faire aider et donc naturellement elle va s'épuiser. Parce que la façon qu'elle va avoir d'éteindre la dette, ça va être de s'épuiser et de ne surtout pas demander d'aide. Thierry Calvat, aujourd'hui, un actif sur 5 est un aidant. À l'horizon 2030, ce sera 1 sur 4 à minima. La société est prête ou pas? Je ne sais pas, nous sommes tous là pour faire en sorte qu'elle soit prête. Alors, est-ce que les entreprises sont prêtes? Voilà. Laurence, la Poste, oui. La Poste, oui, évidemment. La Poste, oui. Alors, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a besoin aussi de conseiller le postier, le collaborateur qui est aidant. Et typiquement, à la Poste, nous, on a aujourd'hui un peu plus de 170 assistants sociaux qui ont justement cette compétence-là, et c'est très important. Ils ont la confiance aussi des postiers, puisqu'ils savent que voilà, il y a le secret professionnel, il y a tout le volet social finalement de l'accompagnement de ces assistants sociaux. Et aujourd'hui, nous, c'est notre premier relais pour aller justement capter les aidants, pour aller les identifier, pour qu'ils prennent conscience de leur statut d'aidant. Et on a aussi on va faire une expérimentation avec une start-up qui s'appelle HelpYou, pour justement, c'est une plateforme digitale qui met en relation les aidants en fonction de la typologie de la maladie de l'aidé. Et justement, c'est quand vous parliez de bonnes pratiques et d'échanges, nous, on va essayer d'être à 2 niveaux, avec nos assistants sociaux d'un côté, et puis avec cette plateforme-là pour justement permettre le lien et permettre la connexion et permettre aussi aux aidants de pouvoir avancer, de pouvoir se faire reconnaître et de pouvoir justement mieux vivre leur situation. Donc d'être accompagnés dans la reconnaissance du fait qu'ils ont des besoins. Exactement. Alors, vous tous les trois, vous connaissez très bien le monde des aidants et les compétences qu'il faut développer. Moi, j'ai une question un petit peu plus personnelle à vous poser. Vous êtes peut-être d'ailleurs chacun d'entre vous aidant. Dans votre vie personnelle, est-ce qu'il faut soi-même avoir une idée de son propre devenir? Donc, est-ce qu'il faut avoir l'idée de se dire qu'un jour, on va peut-être aussi avoir besoin d'être aidé pour mieux prendre en compte cette idée de l'aidance? Oula. Merci de me poser la question en premier. J'aurais préféré que ça aille à côté et que je dise « Ah oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ». Non, parce que c'est un miroir dans lequel on n'a pas forcément envie de se regarder, honnêtement. Moi, je pose la question très naïvement, mais pour en avoir parlé avec mes enfants hier soir, ils ont évacué assez vite. En toute franchise, ça dépend aussi peut-être de ce qu'on a pu vivre dans sa vie personnelle, de ce qu'on a vu de nos grands-parents ou parents. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, je suis bretonne, Finistère Nord, un peu ancrée, on s'occupe de ses aînés, en fait. Donc, moi, ça fait 20 ans que je pars. Alors, ma mère, elle a 86 ans, elle va très bien, mais je m'occupe d'elle régulièrement. Je pars tous les ans 15 jours avec elle en vacances en Martinique. Je l'amène avec moi en Bretagne tous les ans. Donc, et ma sœur fait pareil. Donc, elle a plus de vacances que nous, voilà. Donc, mais c'est aussi ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on a été amené à voir dans notre famille ou dans les valeurs qui ont été répandues. Maintenant, ce qui va se passer demain, je pense qu'il y aura certainement des professionnels, parce que c'est quelque chose aussi qui n'existait pas dans le temps. C'est-à-dire que c'était très rare, c'était plutôt la famille qui devait s'en occuper, ou alors c'était l'EHPAD. Mais aujourd'hui, voilà, il y aura certainement des robots demain,
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis convaincue que peut-être qu'à notre âge, on sera demain, peut-être soigné ou en tout cas accompagné par des robots, et peut-être dans 20 ou 30 ans, le plus tard possible. Voilà, donc il y aura peut-être aussi toute cette dimension un peu plus numérique à prendre en compte. Alors, Thierry Calvat, vous avez réfléchi à la question ? J'ai réfléchi à la question. Non, peut-être par rapport à votre question, je pense qu'il faut garder en tête, à mon avis, que la situation d'aide, c'est sans doute la seule situation de fragilité ou de vulnérabilité que l'on... Je vais utiliser un vilain mot parce que je sais que l'on, d'une certaine façon, que l'on choisit. Alors je sais qu'on n'a pas toujours le choix, mais dont on peut se départir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes aidant, vous en avez vraiment marre, vous prenez un avion, vous partez à l'autre bout du monde, vous n'entendez plus parler, vous ne serez plus aidant. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes malade, quand vous êtes en situation de handicap, quand vous êtes une personne âgée. Donc il y a une dimension un peu volontaire. Et cette dimension volontaire, moi dans les études que j'ai pu faire, je ne sais pas si ça recoupe les chiffres qui sont les vôtres, on demande toujours aux gens, est-ce que vous pensez que vous serez concerné, aux salariés, est-ce que vous pensez que vous serez concerné par cette situation dans les 5 ans ? Ou que vous l'avez été. La réalité, c'est que 90% des gens vous disent oui, soit je l'ai été, soit oui, je pense que je serai concerné. Donc d'une certaine façon, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de se colter à cette réalité-là, mais plus ou moins confusément, tout le monde a compris qu'il risquait à un moment donné de se retrouver dans cette situation. C'est votre cas aussi, Guillaume Richard. Vous avez eu le temps de... Vous êtes le dernier à qui je pose la question. Vous avez eu plus de temps. Vous avez réfléchi à votre propre devenir et à cette question, et finalement, ça vous aide à mieux vous en emparer ? En fait, c'est pas forcément par rapport à ma situation que j'ai réfléchi. Oh, mais ça peut notre être groupe, famille, ça peut être... Non, mais même, en fait, notre groupe, il s'appelle We Care. We Care, c'est on porte attention. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est notre raison d'être. On est d'ailleurs devenu entreprise à mission. Notre raison d'être, c'est nous prenons soin des hommes avec un grand H et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, au mieux vivre et au mieux vieillir de toutes et de tous, dans le respect de la diversité de leurs attentes, en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. Ce dernier point, il est super important. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas bien traiter les clients si vous maltraitez vos collaborateurs. Donc la qualité de l'accompagnement des collaborateurs et donc la valorisation de leur métier, j'en reviens à chaque fois au même truc, est extrêmement important. Et est-ce que j'ai fait ça par rapport à moi ? J'ai surtout fait ça en pensant à tous les gens que je vois autour et en me disant, tous les services qu'on a développés, ils sont vraiment sur cette idée de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter pour contribuer au mieux grandir des enfants, au mieux vivre des familles et au mieux vieillir des personnes. Tout ce qui est sur le mieux vieillir, d'ailleurs, au passage, il y a plein de choses que l'on fait par amour qui sont des erreurs. Par exemple, vous avez très certainement dit ou entendu des gens autour de vous dire à des personnes âgées « Laisse mamie, on va s'en occuper, tu en as suffisamment fait pour nous, puis maintenant repose-toi ». Et ça, en fait, c'est la chose la pire qu'on peut dire à une personne fragilisée ou dépendante. Laisse faire, on va s'en occuper. Il faut la laisser faire. Il faut faire avec. Il faut faire avec ou la laisser faire, bien évidemment. Et à chaque fois, on ne fait jamais ça par méchanceté, par malveillance, jamais. On fait ça parce qu'on aime les gens, on leur dit je vois que tu es un peu fatigué, je vais m'en occuper. Mais non, parce qu'en fait, si vous en occupez, vous mettez la personne de côté, et vous lui dites, globalement, le message que vous lui faites passer, c'est tu deviens inutile. Il faut au contraire qu'elle continue à se sentir utile. Parce que la vie, elle est intéressante qu'à partir du moment où vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez continuer à écrire votre histoire. Vous pouvez continuer à vous sentir utile. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend chez certaines personnes âgées. Dire, je veux mourir parce que je me sens inutile. Je suis devenu un fardeau. C'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à les impliquer. Il faut faire ensemble. Et toute cette conception du faire ensemble, de comment est-ce que je fais avec les personnes âgées, c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Même les personnes les plus dépendantes, elles ont encore quelque chose qu'elles peuvent faire. Elles peuvent encore exprimer des choses. Elles peuvent encore être actrices. Et c'est ça qu'il faut qu'on accompagne. Et effectivement, c'est aussi des réflexions que j'ai eues par rapport à mes enfants, par rapport à mes grands-parents, par rapport à ma grand-mère.
Ma grand-mère, c'était Brie Vanderkamp. Vous savez, dans Desperate Housewives, Elle fait le lit avant d'emmener son mari à l'hôpital. c'était une femme qui était médecin dans les années 1900, qui avait passé sa médecine dans les années 1940. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins. Il y avait le docteur Queen et ma grand-mère, qui était femme médecin. Et ma grand-mère, elle n'a quasiment jamais exercé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle était mariée à mon grand-père, professeur. Alors, c'était le professeur. Donc, et elle s'était occupée de gérer les repas, les réceptions avec le Rotary Club, le machin, les trucs comme tout ce qu'on imaginait à l'époque. Elle a eu 6 enfants, elle s'est occupée. Donc, elle tirait toute l'essence de sa vie et toute sa reconnaissance de la façon dont elle gérait les cordons de la bourse, la façon dont elle avait éduqué les enfants, la façon dont elle faisait la cuisine et qu'elle gérait son foyer. Et quand elle a commencé à décliner physiquement, eh ben, en la laissant de côté, on n'allait plus faire les courses avec elle. On faisait les repas, elle les faisait plus. On mettait la table, elle la mettait plus. Ben en fait, progressivement, on l'a mise de côté. Et on s'en est pas rendu compte. Et c'est moi, quelques années après, en fait, en repensant tout ça, en repensant les services, que j'ai compris que par amour, on l'avait mise de côté. Et là, vous répondez bien à la question, accompagner les aidants pour faire société. Je vous interromps parce que je voudrais, avant qu'on finisse cette table ronde, ça passe vite, 50 minutes, qu'on prenne quelques questions dans la salle s'il y en a, peut-être à nos 3 invités. Qui veut se lancer ? Qui a quelque chose à demander, une précision ? Mais totalement. Son conjoint ou ses parents. Voilà. Donc je suis un petit peu inquiet et je voudrais dire que simplement l'acte technique, ce que vous appelez l'acte technique, l'aide, est aussi un acte d'aimant. Moi j'ai fait l'expérience avec mon épouse. Lorsqu'elle était soignée en fin de vie, eh bien il est certain qu'elle préférait être soignée par son mari. Par contre, j'avais besoin d'aide et j'ai beaucoup apprécié d'être aidé par une équipe de soins palliatifs. Merci. Vous avez tout à fait raison, monsieur. En fait, c'est ce que disait Marianne Monchamp. Il faut avoir la possibilité du choix. Vous pouvez choisir de faire et vous pouvez choisir ça. Mais se dire il y a une injonction obligatoirement à faire, non. Et puis, deuxièmement, reconnaissance de la technicité et de la nécessaire compétence professionnelle pour faire et pour bien faire. Parce que sur les enfants, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants et pour le parent ? Entre « Oh là 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 là, il est 18h moins 10, il faut vite que j'aille chercher mes enfants à la sortie de l'école ou de la crèche. » Ou il y a quelqu'un qui est un professionnel, qui est formé, qui va s'occuper juste de l'enfant, qui va le faire manger, faire les devoirs, préparer. Et vous arrivez et vous avez 3 quarts d'heure, 1 heure avec votre enfant pour lui lire une histoire, jouer avec lui. Et c'est du temps de qualité. Et alors, certes, il peut y avoir les 2 choix. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est exclusif de l'autre ou qui est incroyablement meilleur que l'autre. Mais on doit avoir le choix et on doit reconnaître derrière qu'il y a des compétences professionnelles qui permettent d'accompagner davantage et d'accompagner mieux les personnes. Parce que si on n'a pas ces compétences professionnelles, à un moment, c'est compliqué. Je vous voyais bondir sur votre siège un petit peu. Je crois qu'il y a quand même des parents qui s'occupent très bien de leurs enfants et qui prennent le temps et qui font les 2. Il faut surtout avoir les moyens aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une vie à peu près normale, il faut juste... moi, j'ai pas d'enfant, donc voilà. Mais il faut juste avoir les moyens de se payer quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, juste... Thierry Calva, peut-être d'abord, une réflexion. Je pense que vous n'êtes pas une promotion pour la natalité quand même.
dans la description que vous faites. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que finalement, vous êtes dans la démonstration, et sur plein de points, vous avez raison, vous êtes l'illustration parfaite qu'on est une génération, aujourd'hui, toute génération confondue, des gens qui ont perdu le sens de la fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut en permanence avoir le choix, très bien, et donc on va finalement être dans la maîtrise. Et moi, il me semble ce que monsieur disait, et que moi j'entendais pour de multiples raisons, c'est qu'il y a aussi dans la difficulté du geste, si on prend l'exemple des enfants, dans la difficulté qu'on peut avoir à lui donner sa soupe, dans l'agacement qu'il peut provoquer pendant son bain, un moment, quelque chose qui se tisse, qui n'est pas forcément visible tout de suite et qui constitue aussi le lien qui indéfectiblement liera le parent à son enfant. Et ça, on peut pas le nier. Enfin, moi, Après, on est là sur un autre thème. On est bien d'accord. Mais voyez, on est bien d'accord. Mais sur le fond, voilà. Vous pouvez le lier dans ces moments privilégiés. C'est aussi, et dans tous les cas de figure, c'est pas blanc ou noir, c'est pas totalement l'un ou totalement l'autre. Ça, je crois qu'on a bien compris. Il y avait une réaction, je crois, dans la salle. Oui. Vous vouliez prendre la parole. Je me permets de faire juste 2 petites réactions par rapport à ce qui est dit. Alors, on s'éloigne un peu du sujet, puisque on est effectivement sur des enjeux de natalité, mais comme le président de la République s'est rappelé à nous, effectivement, sur les enjeux de natalité, c'est vrai que savoir gérer la vulnérabilité dit beaucoup de ce que nous sommes en tant que société. Et on a des exemples à l'international, parce que le club aussi source ces données à l'international, où c'est une tendance qui s'inscrit beaucoup, notamment chez nos amis coréens, où il y a une très grande inquiétude sur un taux de natalité, notamment à Séoul, qui avoisine les 0,7. Donc je vous laisse imaginer. On imagine que la Corée, si elle continue son train, à la fin du siècle n'existe plus comme pays. Pour vous donner un autre ordre d'idée, un foyer sur 4 en Italie actuellement n'a plus d'enfants plus proches de nous. Ça dit aussi beaucoup, c'est ce qu'a dit Laurence Hulin, évoque chez moi aussi une expérience qu'on a eue au club. Lorsqu'on a lancé la charte d'engagement envers les personnes de plus de 50 ans, un groupe tel que L'Oréal a laissé la possibilité à ses filiales de le déployer ou pas. L'idée était de dire, si vous avez plus de 30% de votre population qui a au-dessus de 45 ou 50 ans, vous pouvez déployer. Et de façon assez étonnante, la Chine, la filiale chinoise de L'Oréal, a tout de suite voulu s'engager sur un sujet comme celui-là. Et en fait, on a essayé de comprendre quelles étaient les raisons de la mobilisation de la filiale chinoise de L'Oréal. Et c'est parce que la famille, en tout cas culturellement, est extrêmement important. Et pour les Chinois, l'accompagnement d'une personne et d'un proche est quelque chose d'assez naturel. Je voulais faire ces 2 remarques. C'est la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier d'y avoir participé, d'avoir répondu à mes questions. Rare question de la salle, mais on n'a plus beaucoup de temps. Et puis, merci aussi, surtout, à tous les 3 pour votre engagement. Merci. Merci beaucoup à tous les 4. On peut encore les applaudir.